Vous les avez vus à Daytona en IMSA et dans un mois, elle démarre en WEC pour le prologue à Sebring. Je veux bien entendu parler des hypercars. Cela faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de sport auto réel sur la chaîne, mais avec l'arrivée justement de ces fameux hypercars, j'avais envie de vous en parler. Alors non, vous n'allez pas voir une énième vidéo expliquant tous les engagés, les spécificités techniques, les voitures, etc. D'autres youtubeurs l'ont fait et ont des vidéos qui sont super complètes, je vous les mettrai en description. Aujourd'hui, moi je voudrais vous parler des enjeux de la discipline pour le monde de l'automobile et celui du sport auto dans son ensemble. On prend donc un petit peu plus de recul au-delà du sportif. Avec plus de 10 constructeurs engagés à terme, la discipline va devenir celle avec le plus de constructeurs engagés, tous championnats du monde de sport auto confondus. Et je pense même que la Formule 1 ne peut pas se targuer d'avoir eu autant de constructeurs dans son histoire sur la grille de départ. Mais comment en est-on arrivé là? Est-ce que ça va marcher et c'est quoi le futur de la discipline? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je n'en ai pas souvent entendu parler, mais on l'oublie souvent, la réglementation hypercar a bénéficié d'un énorme coup de pouce lié au contexte économique de la F1 et de la réduction de ses coûts. Vous le savez, depuis maintenant 2 ans, la F1 a un budget cap pour le développement de ses autos, c'est-à-dire un budget que les teams ne peuvent pas dépasser sous risque de risquer des pénalités financières ou sportives ou bien les deux. Alors si l'objectif global il est de lisser le niveau de performance en permettant aux petites équipes de jouer avec les mêmes armes que les grandes, ce qui n'a pas forcément été réussi en 2022 je pense, quand on s'appelle Ferrari et qu'on a l'habitude de lâcher à minima 400 à 500 millions d'euros par saison, qu'est-ce qu'on fait de la moitié du budget qui reste? Parce qu'au final, avec ce budget de cap, il nous reste 200 millions sur la table. On investit ailleurs, et ce ailleurs, ça s'appelle l'endurance et l'hypercar. Le programme, franchement, et la décision de Ferrari ont majoritairement été faites sur cette base. Alors bien sûr, l'histoire de Ferrari fait sens pour revenir en endurance, mais sans ce contexte de changement et de budget cap autour de la F1, il est peu probable que cela aurait été le cas. Je cite Ferrari, mais c'est d'ailleurs aussi le cas par exemple d'Alpine, autre constructeur automobile qui sera présent en championnat du monde de Formule 1 et en WEC. Et au final, cette disponibilité des constructeurs fait que la compétitivité de la grille, c'est l'un des arguments marketing principal et de renom pour l'équipe gagnante. C'est encore plus intéressant. Si on est content d'avoir Mercedes, Alpine ou encore Ferrari en F1, en face, on retrouve en plus Toyota, Porsche, Peugeot, autrement dit les plus grands groupes automobiles. Il y a le groupe Volkswagen, il y a Stellantis, il y a le groupe Renault, il y a GM avec Cadillac, autrement dit les plus grandes puissances. Sur le papier, tout cela fait donc rêver, oui, sauf que personnellement, il y a un point qui me fait peur. Très peur même, et c'est celui de la BOP pour Balance of Performance. Car oui, en hypercar, il va y avoir une BOP. Autrement dit, un artifice afin de s'assurer qu'un constructeur ne prenne pas trop le dessus par rapport aux autres. Le problème de cela, c'est qu'entre la politique et donc toutes les questions au-delà du sportif, avec de tels acteurs en scène et autant d'enjeux, je suis déjà curieux de voir ce que le début de saison va donner en VEC avec ce qu'on a déjà vu à Daytona, et encore plus curieux pour le centenaire des 24 heures du Mans. Je vous avoue, encore une fois, que c'est vraiment le gros point qui me fait peur, car contrairement au GT3, je vois davantage d'impact sur les hypercars / LMDH à vouloir niveler les performances. Parce qu'en fait, il y aura forcément des gagnants et des perdants, et pas sûr que cela soit au goût de tout le monde, surtout que forcément, qui dit très gros constructeur, dit très gros égos. Il faut arriver à niveler en plus sur le point technique des véhicules qui ont des philosophies qui sont très différentes, donc peut-être que niveler par le poids ça va avoir plus d'impact sur une technologie qu'une autre. La CO et la FIA ont déjà réussi en cela avec les LMP1 à le faire, avec des véhicules qui étaient déjà avec des technologies très complexes, mais on se limitait à 3 constructeurs. Là, ça sera une autre paire de manches parce qu'on va tripler voire quadrupler le nombre de constructeurs sur lesquels il va falloir faire ces vérifications là. Et vous d'ailleurs, je vous demande votre avis, vous en pensez quoi de la BOP en hypercar? Est-ce que ça vous inquiète aussi ou vous êtes plutôt confiant? Partagez-le moi dans les commentaires. Si la compétition au sein du WEC et de l'IMSA s'annonce forte, elle s'annonce aussi extrêmement forte entre les disciplines automobiles elles-mêmes. Au-delà du regain d'attrait pour l'endurance, qui je pense est un format qui pourrait davantage toucher le grand public si on savait communiquer dans le sport auto, un certain nombre de constructeurs vont pouvoir faire la comparaison directe entre la F1 et l'endurance.
et par conséquent juger de manière directe qui apporte le plus en termes de R&D et pour les véhicules homologués sur la route. Parce qu'à la fin de la journée, eh bien, ce que veulent des constructeurs automobiles, eh bien, c'est vendre davantage de nouveaux véhicules. Une autre variable dont on n'a pas parlé en termes d'attractivité du coup de l'endurance par rapport à la F1, c'est celle pour les pilotes. Parce que oui, cela eh bien, redonne un sacré attrait et beaucoup de baquets d'usine pour des pilotes à devenir professionnels. On passe en effet de 9 pilotes pro entre 3 teams qui se battaient entre les hypercars et LMP1 à eh bien, au moins une trentaine de pilotes sur les plus de 10 teams qui doivent être engagés. Et ce n'est pas une paille, hein, et il est fort probable eh bien, que des retirés ou retraités de la F1 refassent surface, hein, coucou à l'ami Jacques Villeneuve, hein, pour prendre l'exemple le plus extrême, ou encore Giovinazzi chez Ferrari, tout comme l'arrivée de jeunes pilotes qui les voient boucher du côté de la monoplace et qui peuvent eh bien, se faire une très bonne carrière en hypercar. De manière encore plus globale et niveau image, l'endurance est un milieu qui est pour le spectateur beaucoup plus accessible que la F1 à tous les niveaux, donc capable de connecter davantage sur la durée avec de nouveaux fans. Plus de liberté côté accessibilité des circuits, côté prix, côté milieu du jeu vidéo, peu importe votre âge, en fait, vous pouvez vous y retrouver dans le milieu de l'endurance. Et si, grâce à Netflix, la Verstappen Mania et la refonte eh bien, de leur com, la F1 attire de plus en plus les foules, elle pourrait eh bien, recevoir un peu d'ombre grâce au VEC et à l'IMSA. Tout dépendra de l'évolution de la discipline d'ici à 2026, car la F1 ne va pas réellement tant changer d'ici à sa nouvelle réglementation moteur. Une aubaine encore une fois pour l'endurance qui dispose de 3 à 4 ans pour eh bien, tout simplement développer son modèle et prouver la réussite de sa nouvelle réglementation. Je pense que l'on vit dans une période qui est super excitante pour le sport auto de manière générale, un sport auto que l'on croyait mort, démodé et qui revient au final en grande pompe grâce à de grosses refontes structurelles bien évidemment. Le centenaire des 24 heures du Mans se tiendra à guichet fermé et je pense que la saison va être du tonnerre honnêtement. Personnellement, je le suivais beaucoup l'endurance parce que je faisais en sim racing, mais je vais d'autant plus le suivre en réel avec ces nouvelles hypercars. Et vous, dites-moi ce qui vous excite le plus dans le milieu de l'endurance. Est-ce que vous avez une team que vous supportez parmi tous les engagés au niveau du centenaire? Est-ce que vous serez vous-même au centenaire des 24 heures du Mans? Bref, dites-moi ce que vous pensez de la discipline dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la discipline aussi par rapport à son impact que ça pourrait avoir sur l'écosystème du sport auto ou sur la Formule 1? Moi je vous dis, prenez soin de vous en attendant et je serai ravi de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Richard et ciao tout le monde.